Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans les Voix de la politique. On est ensemble jusqu'à 20h sur Sud Radio. Mes deux voix de la politique ce soir, Nicolas Corato, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Fondateur du comité de réflexion politique, c'est le gallicisme pour think tank. Le comité de réflexion politique, place de la République. Bienvenue à vous à nouveau sur Sud Radio. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Maxime Thiebaud. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'allais dire élève avocat, mais non, vous avez grandi. Vous êtes avocat tout court. Maître Maxime Thiebaud, félicitations d'ailleurs. Merci. Docteur en droit par ailleurs et essayiste. On est ensemble jusqu'à 20h pour parler politique, les amis. Nous allons parler de la candidature des Républicains. Vous avez peut-être assisté au débat des prétendants à l'investiture des Républicains. Est-ce que celui qui sera choisi, ou celle d'ailleurs, a une chance d'atteindre le second tour en 2022 ? Ce sera notre deuxième débat, mais tout de suite on parle d'Éric Zemmour. Pourquoi une possible candidature Zemmour hystérise à ce point le débat politique ? Hystérie, le mot est fort. Je vais quand même vous faire réécouter la dernière hystérie en date autour d'Éric Zemmour. C'était le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, chez nos confrères de France Info ce week-end. Se foutre du monde au point de dire je suis un RPR. Mais monsieur Zemmour, si monsieur Pasqua était là, il te filera une balle dans la tête. Bim, évidemment, il s'est excusé juste après en disant que la violence n'avait rien à faire dans la politique. Les excuses refusées par Éric Zemmour qui dit qu'il a mis une cible dans son dos. Alors, c'est la suite aussi d'autres débordements dans la campagne. Éric Zemmour qui traite d'imbécile Marlène Schiappa, la secrétaire d'État par exemple. Pourquoi Zemmour les rend tous fous ? Nicolas Corato. Peut-être qu'il y a d'abord un contexte qui ne date pas d'Éric Zemmour, d'hystérisation, voire de violence verbale, mais pas que verbale, y compris physique, dans le monde politique. Je vous rappelle les agressions contre des élus locaux, contre des députés, contre leur permanence. Enfin, on est dans un schéma où plus personne ne respecte personne. On a bien giflé le président de la République il y a quelques mois lors d'un déplacement officiel. On avait essayé aussi d'assassiner Jacques Chirac il y a presque 20 ans. Là, ce qui est différent, c'est que ce sont des responsables politiques qui eux-mêmes se livrent à ce genre de débordements qui sont inacceptables. Mais moi, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça un Yvan Rioufol sur une chaîne concurrente dire qu'il fallait peut-être se poser la question de tirer sur des migrants à la frontière biélorusse. On entend monsieur Zemmour expliquer qu'il faut enterrer telle ou telle victime de Mohamed Merah plutôt en France qu'en Israël. Je veux dire, l'indignité du débat, la violence du débat, le manque, j'ose dire, d'humanité. C'est pas parce qu'on parle de sujets sérieux qu'on n'a pas besoin de respecter l'humanité et la dignité de ceux avec qui on débat. Moi, me font penser qu'effectivement, les mêmes qui dénoncent la violence dans la société et qui veulent le retour de l'autorité sont les derniers à pouvoir s'en satisfaire, à pouvoir la respecter. Maxime. Non, mais je rejoins l'analyse sur un ensauvagement global. Alors, quand on parle d'ensauvagement... Il n'a pas utilisé ce terme, mais il aura le temps de vous le redire. Qu'est-ce que l'ensauvagement ? Du moins, c'est le contraire d'une société civilisée. C'est-à-dire qu'on revient à l'état de nature, à l'état sauvage, entre guillemets, où les hommes ne sont plus capables de discuter posément. Qu'est-ce qui fait qu'une civilisation, qu'une société est civilisée ? C'est sa capacité à poser les armes pour discuter, débattre et trouver un compromis et des solutions. C'est ça, le rôle même de la démocratie, c'est d'éviter que les hommes s'entretuent lorsqu'il s'agit de partager un bout de terrain. Ça ne les empêche pas de s'engueuler très fort. Oui, mais là, ce qui se passe, c'est que petit à petit, et ça s'installe dans toutes les couches de la société et à tous les niveaux de la société, c'est que le débat n'est plus possible, la discussion n'est plus possible. Alors, c'est dû premièrement, à mon sens, déjà par une baisse de la culture générale, du niveau de savoir, aussi dans toutes les couches de la société. Et deuxièmement, c'est dû au fait que la nuance n'est plus permise, que la discussion n'est plus permise, et que le temps médiatique, le temps des réseaux sociaux, la vie dans une société de consommation, c'est la rapidité. Donc on ne peut plus discuter, on doit s'invectiver rapidement. Nicolas Corato, ensauvagement ? Alors, moi, je reprendrai jamais ce terme. Qui fait pas partie du tout. Allez, vous l'avez dupliqué, on va dire. Non, je suis pas d'accord d'ailleurs avec l'idée que la société serait plus violente aujourd'hui ou que elle serait moins cultivée aujourd'hui. Moi, je crois tout à fait le contraire. Je crois qu'en fait, cette société est beaucoup plus complexe. Et elle est complexe aussi du niveau d'éducation qui s'est énormément élevé et qui fait aussi que certains utilisent leur niveau d'éducation pour peut-être passer entre les gouttes. Moi, je pense que la société, elle est, c'est pas tant une question de violence, c'est une question de défiance.
nous ne nous croyons plus. Alors, je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que nous ne croyons plus, nous ne voulons plus débattre parce que nous ne construisons pas des débats à partir de la même réalité. Nous nous défions sur le début même du débat. Différente. Et il y a une chose intéressante dans l'histoire de France, on parle beaucoup d'histoire de France, il n'y a pas qu'Éric Zemmour ou Stéphane Bern ou Franck Ferrand, des consciences de droite qui vont nous parler d'histoire de France. Là, au XVIIIe siècle, les Lumières sont nées dans les salons. Et dans les salons est né, en même temps que le débat intellectuel, vous allez me dire que les Lumières étaient de gauche. Sont nées les règles de la politesse. Oui. Et la politesse a été l'un des postulats de l'émergence des Lumières. C'est parce que les gens se respectaient et avaient des codes sociaux qui permettaient de débattre, y compris quand on était parfaitement opposés, que cette dialectique des Lumières a pu se mettre en place. Et moi, je trouve qu'effectivement, peut-être que plutôt que de rappeler l'autorité, qui est, à mon avis, une notion complètement ésotérique et galvaudée, et à mon avis qui ne veut rien dire, si on parlait de règles sociales, de dignité et de politesse, peut-être on arriverait plus vite à avancer. Et pourtant, mais à tous les échelons de la société, pas que sur les plateaux télé d'ailleurs. Donc vous dites, Nicolas, que la société n'est pas plus violente aujourd'hui qu'elle l'était jadis. Non. Je ne pense pas. Mais la en revanche, vous dites que la politique est plus violente qu'elle était jadis. Oui, je pense que les hommes politiques sont allés à la facilité. Les hommes politiques ont abandonné le terrain de la difficile dialectique et du difficile débat pour tomber le plus bas possible, c'est-à-dire aller au plus rapide et donc souvent au plus violent. Le fait, alors qu'on n'aille pas penser que j'essaie de défendre Jean-Christophe Lagarde, loin s'en faut. Mais enfin, on a quand même des images d'archives, des récits d'archives, de chaises qui volaient, de coups qui volaient dans l'Assemblée nationale. C'était autre chose que le chahut de cour d'école. Jaurès qui se faisait frapper, de campagnes de presse autrement plus violentes. Salengros aurait pu s'en souvenir s'il était toujours là, que ce qu'on peut voir aujourd'hui. On est presque moins violent aujourd'hui qu'on l'a été il y a un siècle. Non, mais si vous comparez avec le 19e siècle, oui. Et c'est vrai que les campagnes de presse... C'était la démocratie derrière. Les campagnes du Figaro contre Monsieur Caillot, qui ont abouti notamment à ce que Madame Caillot tue le rédacteur du Figaro d'un coup de... Oui, on est très loin de tout ça. Mais on s'est habitué à autre chose depuis plusieurs décennies. Mais Lagarde aussi comparait Éric Zemmour à Charles Pasqua. Charles Pasqua n'était pas un moine bouddhiste qui faisait de la politique. Il a jamais menacé quelqu'un publiquement de lui tirer une balle dans la tête. Publiquement, non, c'est vrai. Ah bah tiens, j'ai la parole, c'est cool. Parce qu'au d'un moment, je me demandais si c'était un débat. Non, sincèrement. Vous avez raison. Non, sur le problème aujourd'hui, et je rejoins en partie ce qui a été dit, c'est que on n'a plus de construction politique. La réalité, elle est là. C'est qu'il n'y a plus du tout de construction de politique dans ce pays. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vision de nation, on ne sait pas ce qu'on veut faire du pays, il n'y a plus de pouvoir aussi, parce que le pouvoir a été notamment pris par des institutions internationales, mais il a été dilué, complètement dilué, et le personnel politique débat en dehors de tout et ne peut strictement rien faire. À l'Assemblée nationale, on sait pertinemment que 80% des lois qui sont votées sont des lois qui de toute façon doivent être adoptées de par nos obligations internationales. On sait très bien que le président de la République est énormément limité dans ses prérogatives. Et en fait, ça pousse finalement le personnel politique, pour se distinguer les uns des autres, à aller davantage vers l'invective, vers la discussion purement formelle et non moins la discussion de fond. Bon. On a vu, et c'est ça qui m'a un peu agacé, c'est que on a des candidats comme Arnaud Montebourg, comme même Éric Zemmour, qui dénoncent le fait qu'en France on ne débat plus du pouvoir, etc., et que on n'a plus le pouvoir et qu'il faut le récupérer. Et pourtant, ils se perdent dans des invectives, ils se cornérisent sur certains sujets. Faites allusion à Arnaud Montebourg, par exemple, avec Western Union. C'est ça. Et après son rétropédalage, alors qu'il aurait pu assumer son idée. Je pense qu'intimement il en était convaincu. Mais aussi Éric Zemmour, moi, ce qui m'a un peu choqué, paradoxalement, c'était même pas trop les prénoms, oui, mais bon, ça c'est son débat habituel, mais c'est d'avoir un peu tué le moment sacré du 13 novembre en ayant parlé de politique devant le Bataclan. Je pensais intimement qu'il avait compris qu'il y avait une dimension sacrée, parce qu'il l'exprime tellement bien dans ses bouquins. Pour le coup, j'adore lire ce qu'il écrit. Et pour le coup, ça il l'a très mal vécu. Ouais. Vous voyez, entre l'écriture et le vivre. Donc, et je me suis dit, c'est dommage, parce que là, on attendait un éditorialiste, du moins un homme politique. On a vu un éditorialiste qui avait pas compris. Et vous, ça vous a choqué? Moi, ça m'a particulièrement choqué. Et j'en parle, j'ai plein d'amis qui sont très proches dans l'équipe Éric Zemmour, je leur ai dit, mais vous battez toute la journée en disant, il faut retrouver la France d'antan, la France des traditions, la France du sacré, en fait, c'est ça. Vous avez même une vision du pouvoir qui est très sacrée. Et à l'instant où il faut en faire la preuve, vous n'avez pas été présent. François Hollande avait traité Éric Zemmour de profanateur de sépulture. Vous seriez presque d'accord avec lui, en tout cas avec cette analyse?
Mais François Hollande, le problème, c'est qu'il a passé 5 ans de sa présidence à inaugurer les chrysanthèmes. Plutôt qu'à réellement agir pour assurer la sécurité des Français. Je trouve ça un peu audacieux. Bon. Non, parce que j'irai pas jusque là, parce que la réponse d'un ancien président de la République, alors qu'on est censé commémorer la mort de Français qui ont été les victimes d'une guerre moderne, était pas à la hauteur. Et il a encore une fois rabaissé la fonction présidentielle en n'étant plus au pouvoir. Du coup, si je tiens compte de ce que vous me répondez tous les deux, la question était pourquoi une candidature Zemmour hystérise le débat public. Si je vous écoute tous les deux, vous dites qu'en fait c'est le débat public qui s'hystérise tout seul et qu'il n'y avait pas besoin de Zemmour pour que ça arrive. Non, et puis c'est aussi l'absence des idées qui a fait qu'on écoute Éric Zemmour. Pardon, mais il n'y a aucune raison. Il n'a pas d'idée. Il n'y a aucune raison qu'Éric Zemmour ait l'audience qu'il est aujourd'hui. Il l'a parce que les autres n'ont plus rien à dire depuis 10 ans. Mais Éric Zemmour, c'est un imposteur. Éric Zemmour, il n'y a rien d'intéressant. À la limite, il vaut mieux lire, pardonnez-moi, Renaud Camus qu'Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est un vulgarisateur de toute la pensée d'extrême droite depuis le siècle dernier. Ça n'a aucun intérêt intellectuel, aucun intérêt politique. Et donc, Éric Zemmour ne devrait finalement laisser aucune trace dans le schéma médiatique ou politique. Pourquoi est-ce qu'il en laisse ? Parce que depuis 10 ans, les partis politiques, les élus ne travaillent plus. Parce que la classe politique a laissé vacante une place, une forme de porte-parole, notamment pour les classes populaires ou pour la petite bourgeoisie qui a peur pour son épargne. Voilà la raison pour laquelle Éric Zemmour hystérise. Il hystérise parce que les élus sont en train de se rendre compte qu'ils ont commis une énorme erreur en n'allant non pas sur le terrain d'Éric Zemmour, mais en ne traitant pas les problèmes de la France. Je ne serais pas aussi sévère à l'égard d'Éric Zemmour. Vous avez tort. Parce que je l'ai lu. Vous glissez. Vous êtes pas loin, Maxime. Non. Vous êtes pas loin de la critique. Allez, la critique, c'est globalement positif ou c'est globalement négatif. On lui fait aussi des faux procès parfois. Qu'on est un peu dans l'exagération, qui fait que la politique nous conduit à être. Procès. Ah mais je ne suis pas un soutien pour plusieurs raisons, notamment sur certaines de ces solutions, même paradoxales. J'ai trouvé paradoxal d'aller s'exprimer à la francophonie aux Français qui vivent à l'étranger, alors que 3 semaines avant, on vient dire qu'on est réellement français si on se fait enterrer sur le territoire national, ce qui me semble complètement fou. Là où il pourrait tirer les leçons des Lumières pour créer un programme politique qui soit à la fois national et attaché à tout ce qu'on a créé depuis la naissance de la République, il retombe sur des vieilles idéologies politique que plus aucun Français, premièrement, ne maîtrise et deuxièmement ne veut voir. Et parce que c'est un réactionnaire. C'est un réactionnaire qui ne reconnaît pas l'apport de la Révolution française. C'est pas un républicain. Mais après, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je crois pas. C'est un réactionnaire. J'utilise jamais ce terme parce que je ne crois pas ni au progrès ni au sens de l'histoire. Ouais, d'accord, très bien. Je pense au rapport de force. Mais est-ce qu'il y a des rapports de force et des volontés qui s'affirment pour vous? Je pense qu'il est républicain parce que déjà il s'inscrit dans le cadre de la présidentielle et que je pense qu'il a un vrai respect des institutions de la Ve République, davantage que le président actuel de la République qui, pour le coup, n'est pas souvent allé voir le Parlement, notamment à la crise des Gilets jaunes et différentes crises. C'est pas pour ça qu'il a fait un coup d'État non plus. Non, j'ai pas dit qu'il avait fait un coup d'État. Et heureusement qu'il n'a pas fait un coup d'État, Emmanuel Macron. Je pense qu'il aurait été bloqué. Mais c'est pas quelqu'un qui respecte le fonctionnement républicain de la France. C'est-à-dire qu'il ne va pas voir plusieurs fois Gérard Larcher, même à cette antenne, a eu l'occasion de dire qu'il se sentait un petit peu délaissé et que si le président de la République avait fait jouer le parlementarisme un peu en France, il n'y aurait peut-être pas eu tout ce qu'on a connu aujourd'hui. Ça fait aussi partie des défauts de conception de ce régime, parce que Charles de Gaulle n'était pas non plus le plus respectueux des prérogatives d'une partie du Parlement. Il avait compris l'histoire de France et la nécessité qu'il n'y avait pas de nouveau monde qui allait arriver à être son nouveau pouvoir et qu'on ne pourrait pas s'inscrire et respecter les rapports de force, les partis politiques et le fonctionnement institutionnel de ce pays. Donc Zemmour comble un vide pour vous, Nicolas Corato. Non, il montre le vide qu'ont laissé les autres. Mais je ne pense pas qu'il réponde ni par le diagnostic, et encore moins pour ces propositions que je n'ai pas encore comprises ni entendues, à une quelconque aspiration. Faut bien être clair. Moi, je ne partage pas son diagnostic. Je ne suis pas de ceux qui disent « je ne suis pas d'accord avec ses propositions, mais je partage le diagnostic ». Moi, je dis le pire, c'est de partager le diagnostic. Ce diagnostic est un diagnostic maurassien de la société. C'est un diagnostic de l'action française. Depuis quand est-ce que l'action française ferait 15% ou 16% ou 20% aux élections présidentielles en France? Où est tombé ce pays? Vous savez qui c'est l'Action française?
c'est les fils de la grande aristocratie et de la grande bourgeoisie qui prennent le pouvoir par les armes et par la violence. C'est ça l'action française. C'est la monarchie de retour au pouvoir. C'est Stéphane Bern, ministre de la Culture. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que ce ce pays pays où subitement les classes populaires C'est aussi Daniel Cordier. voteraient pour leurs pires ennemis. Oui, mais Daniel Cordier, quel chemin Daniel Cordier il a fait entre... Il a commencé, il s'est embarqué, il était membre de l'Action française, il a fini gaulliste et plus que gaulliste. Est-ce qu'on peut avoir une pensée pour Stéphane Bern qui vient de se prendre une balle perdue alors qu'il n'avait rien demandé? Stéphane Bern, je dis simplement que Stéphane Bern, sur le service public, s'il pouvait faire un peu plus d'émissions sur la Révolution française et les acquis des Lumières et un peu moins sur la monarchie, tout le monde s'en sortirait bien. Et que je pense qu'il a non pas une part de responsabilité, mais ça participe aussi de cette bataille idéologique perdue pour les valeurs républicaines. Pendant que certains venaient de l'Action française et sont rentrés dans la résistance, je pense à Daniel Cordier, d'autres venaient soi-disant du socialisme et sont allés vers la francisque. Oui, et mais ils bien sont même sûr. devenus président de la Mais on est République. d'accord, Maxime. Donc, mais Stéphane regardez Bern, il défend. Moi, j'adore Stéphane Bern parce que il replace la France là où elle doit se situer, c'est-à-dire dans un patrimoine historique. Oui, il est monarchiste et moi, je vais vous dire franchement, je ne sais même pas si au fond je serais pas un peu monarchiste. On est un animateur monarchiste qui fasse produire des émissions d'histoire sur les services mais je vais publics. vous dire, qu'il en soit, on va revenir mais je vais même vous dire à la au fond, présidentielle. je préférerais une monarchie à l'anglaise qui respecte la démocratie, qui a un vrai jeu démocratique dans son pays, avec un parlementarisme réel, plutôt qu'une fausse monarchie à la française avec un président de la République qui ne respecte aucune institution. Elle est fausse, mais au moins elle n'est pas héréditaire à la française. Parce que vous croyez qu'en France elle n'est pas héréditaire? Vous pensez pas que les énarques donnent aux fils énarques? Alors sincèrement, je vais vous dire, on pourrait en débattre longuement. J'aime bien en même temps vous regarder dériver, parce que par moments ça peut être assez divertissant. Donc vous êtes passé d'Éric Zemmour à Stéphane Bern, premier raccourci que j'ai jamais entendu d'ailleurs, et ensuite à la monarchie. Parce que je pense que ça fait partie. Il y a une bataille idéologique sur laquelle Stéphane Bern s'est positionné très clairement. Bon, en tout cas, j'ai pas entendu. Oui, peut-être. Il faut le dire. Je pense qu'il y a un choix éditorial dans ces émissions qui n'est pas neutre. Je n'ai pas qu'il partage les idées de Zemmour. Je dis qu'il participe d'une certaine déliquescence de l'apprentissage de ce que sont les valeurs républicaines en France et de ce que c'est que l'histoire républicaine. C'est votre droit le plus absolu de téléspectateur, vous l'aurez dit, et on a bien compris que vous l'assumiez. Bref, on se posait cette question. On va parler de la droite. Vous allez encore dire la réaction, Nicolas Corato. Ce sera notre deuxième débat. Les candidats, les républicains, celui ou celle qui sera choisi, est-ce qu'il a une chance d'être au second tour de cette présidentielle? Vous comprenez pourquoi Nicolas Corato est de mauvaise humeur? C'est parce que toutes les possibilités qu'on envisage pour le second tour, il n'y a jamais celle qui lui conviendrait. Mais peut-être qu'un jour la gauche reviendra. En tout cas, c'est ainsi. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique jusqu'à 20h sur Sud Radio avec Nicolas Corato, la voix de gauche de la politique de ce soir. Maxime Thiebaud, la voix qui n'est pas de gauche de la politique de ce soir. L'un est avocat tout court d'ailleurs, encore félicitations. L'autre est fondateur du think tank Place de la République. On parle de la droite tout de suite. Est-ce qu'une candidature des Républicains a encore une chance d'atteindre le second tour? Aucun des candidats possibles de la droite et des Républicains n'a une chance à ce stade d'après les sondages. Mais ce ne sont que des sondages. Plusieurs mois avant la présidentielle, le mieux placé a priori serait Xavier Bertrand, si toutefois il était choisi, qui serait à 14% à peu près d'intention de vote en cas de premier tour, selon à peu près tous les instituts de sondage. C'est derrière Marine Le Pen, c'est derrière Éric Zemmour la moitié du temps, et c'est en tout cas derrière Emmanuel Macron. Est-ce que la droite a déjà perdu la présidentielle, Maxime Thiebaud? Non. Bien sûr que non. Parce que je pense que le seuil d'accès au second tour va être très bas, en fait. On va être aux alentours de 15, 16, 17. On a une multiplication des candidats autour de 13%. Donc automatiquement, tout se joue. Mais moi, je pense que même un écolo peut être au second tour. Sur un malentendu, tout peut arriver. Je pense que Jadot, faisant une très belle campagne avec une jeunesse qui se mobilise, peut être au second tour de la présidentielle. Donc bien sûr que la droite peut gagner l'élection présidentielle. Et imaginons qu'un Éric Ciotti sorte du chapeau, arrive à rassembler toute la famille politique et arrive un peu à vider les voix d'Éric Zemmour, il peut facilement être au second tour. Après, de là à gagner, c'est un autre débat, parce qu'il y a un manque de notoriété, mais la campagne présidentielle fait que tout peut arriver. Autre chose, ce qu'il va falloir aussi déterminer, c'est qui sont les candidats au départ en fonction des 500 parrainages. Ça, pour le coup, on le sait pas, et même Éric Zemmour, on ne sait pas s'il va les rassembler. Et les rumeurs, d'ailleurs, qui circulent au sujet des parrainages recueillis par Éric Zemmour sont plutôt pessimistes pour ses chances d'avoir les 500 signatures. Même si ce serait quand même fortement dommageable pour la démocratie, je pense qu'il ne les ait pas, ayant un score aussi élevé dans les sondages. Et puis, un candidat qui, effectivement, fait parler de lui à un moment dans la campagne en disant que les maires ne veulent pas signer pour lui, c'est vieux comme le monde, et ça s'est déjà vu, et ça permet aussi ça marche de faire, à chaque voilà. coup. Et ça marche à tous les coups. De gauche ou de droite, d'ailleurs. Nicolas Corato.
Oui, bien sûr qu'un candidat de droite peut gagner, y compris la présidentielle. Bon, j'allais pas jusqu'à Éric Ciotti, mais vous avez raison. Moi, je pense que ça va être la surprise. Mais je vois pas Éric Ciotti président de la Ve République. Mais on voyait pas Hollande. On peut imaginer. Tout est possible. Mais Nicolas Corato voyait Hollande à l'époque. Voilà. Non, c'est pour ça qu'il est de mauvaise humeur depuis cet été. Je suis pas de mauvaise humeur. J'ai pas de raison de l'être. Vous voyez, franchement, le champ politique est complètement ensoleillé et resplendissant. Et on est très heureux de vivre en tant que citoyen dans ce débat politique. Pour l'homme de gauche que vous êtes, en tout cas. Je pense pas que pour l'homme de gauche que je suis. Pour la plupart des citoyens qui sont, à mon avis, un peu sidérés par Revenons à droite. Pour vous, ils peuvent être au second tour, quels qu'ils soient. Et tous ont une chance. Oui, je rejoins sur l'idée du seuil quand même de sélection qui pourrait être assez bas. Et puis il y a une autre chose, moi quand même, que je vois, c'est que c'est les débats de la droite que j'ai jugés quand même objectivement assez mauvais. Il faut reconnaître que objectivement aussi font de l'audience. Alors hier soir sur CNews c'était moins que le premier sur BFM, mais c'était quand même encore grâce à ce débat la première chaîne d'info. Donc il y avait 615 000 téléspectateurs contre 800 et quelques mille sur BFM TV. Donc il y a encore beaucoup de téléspectateurs, de Français qui s'intéressent à ce qui se passe. Donc la droite vit encore. Oui, bien sûr. On peut prendre un autre exemple. Le débat Zemmour-Mélenchon avait fait aussi une belle audience. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, la chose politique de toute façon fascine les Français, mais ce débat interne aux Républicains, au parti Les Républicains, a quand même intéressé. Après, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Alors ça, c'est autre chose. Sur le contenu, c'était quand même assez affligeant. De voir les trois débats tourner autour à peu près du même sujet sans qu'on entende la droite sur ces autres sujets sur lesquels on l'attend énormément. On peut résumer d'ailleurs ce qu'on a entendu hier, et c'était assez frappant d'ailleurs si on se rappelait ce qu'on avait entendu dans les débats des candidats pour la primaire de la droite il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, on parlait énormément, alors oui, on parlait d'immigration, on parlait d'identité heureuse avec Juppé, mais on parlait aussi de rétablissement des comptes publics, par exemple, de la dette, beaucoup. Là, c'est énormément d'islam, d'immigration, de sécurité, et parfois de cancel culture, Maxime Thiebaut. C'est des sujets qui font aussi l'actualité. Mais c'est malheureux qu'on ne parle pas davantage d'économie, de réindustrialisation, de patriotisme économique. Enfin, c'est des idées qui pourraient être très proches et très bonnes à droite. La droite, dans sa définition de défense du peuple, c'est de le défendre et de le protéger. L'essence même historique de la droite, c'est celui-ci. C'est le roi qui protège son peuple. Bon, ça se passe. Pour revenir à la monarchie, ouais, non mais il y a une inscription historique. Et ce qu'on peut reprocher, c'est que aujourd'hui, je veux pas l'imiter, mais aujourd'hui, la droite, malheureusement, s'est perdue dans l'argent. On a confondu droite et libéralisme économique. Elle a oublié ce côté défense nationale. Et j'aimerais les entendre davantage sur ce sujet-là. Éric Zemmour en parle, pour le coup, mais lui aussi se fait prendre dans ses jeux, etc. On va pas refaire le débat sur Éric, on l'a déjà fait tout à l'heure, mais la droite va... La droite a changé, elle est plus à droite en tout cas. Mais on verra la campagne présidentielle, parce que ce qu'il faut voir derrière, c'est que le grand vainqueur du 5 décembre va avoir une machine avec lui qui va être colossale. Il va avoir le Sénat, il va avoir la majorité, tout le monde va s'aligner, parce que je peux vous dire qu'ils vont tous se dire, si on peut gagner les places de ministre, etc., et puis on va récupérer le pouvoir. C'est toute la machine qu'Emmanuel Macron n'avait pas et dont il n'a pas eu besoin pour gagner, alors que Fillon, lui, l'avait. Il y a un truc quand même que je sens, de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont 60, 65 ans qui sont plutôt d'accord avec Macron et qui lui reprochent les mensonges successifs depuis tout ce mandat, et notamment à la fin. De revenir à un candidat de droite, et qui serait capable de revenir vers un candidat de droite. Et je pense que c'est une frange de l'électorat qui peut faire tomber Emmanuel Macron. C'est pour ça que je dis que le seuil pour accéder au second tour est faible, mais que les deux candidats du second tour ne seront pas forcément Emmanuel Macron face à quelqu'un d'autre. Sauf qu'il y a une incertitude encore plus forte. Personne, d'abord, il y a 5 ans, n'avait vu venir la désignation de François Fillon. C'était une primaire, plus de 2 millions d'électeurs, c'était un record. Là, ils sont beaucoup moins nombreux, moins de 200 000 pour le coup, ce sont des militants, les Républicains. Est-ce qu'on peut avoir une vague idée de qui pourrait créer la surprise? Vous dites Éric Ciotti. Non, moi je dis jamais. J'aurais jamais dit. Enfin, vous me cherchez. C'est une provocation. C'est une provocation terrible. Non, les militants. Mais je parle des militants avant qu'on commence cette séquence-là. Étaient des militants plutôt hérités de Laurent Wauquiez. Et on avait pu voir une sorte d'alliance entre Michel Barnier et Laurent Wauquiez, et on pouvait se dire qu'en interne, les militants souhaitaient plutôt la désignation de Laurent Wauquiez. Depuis, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, il y a un débat qui s'est créé. Xavier Bertrand est rentré dans le rang, ainsi que Valérie Pécresse, mais surtout, on a vu fleurir un nombre d'adhésions apparemment assez important ces dernières semaines. Plus de 40 000. Qui font que des cartes, comme on dit, sont rentrées. Alors là,
La question, c'est de savoir qui a fait rentrer ces cartes. Il y en a un certain nombre Et qui d'où sont elles entrés viennent. en Île-de-France. Et donc, ça veut bien dire que on va encore avoir une lutte d'appareils. Donc, ce qui est également très compliqué pour eux de débattre, parce qu'ils débattent non pas pour parler aux Français, mais pour parler à ceux qui ont les cartes, et ceux qui vont voter concrètement le 4 décembre. Donc on est vraiment sur un schéma très particulier, où ce congrès peut être pris en main par l'une ou l'autre des partis qui aura travaillé en amont sur les adhérents. Moi, je crois surtout que la difficulté, ça va être ensuite de sortir de cette séquence pour faire oublier ce virage à l'extrême droite des Républicains, quand il va s'agir ensuite d'aller parler non plus aux militants, mais aux sympathisants et aux électeurs de la droite, difficile pour qui vous. sont bien moins radicaux que ceux qui vont voter le 4 décembre. Et c'est pourquoi vous les voyez plutôt voter Emmanuel Macron à terme. C'est possible. Maxime? Oui, la différence avec Fillon, c'est que là, c'est une primaire fermée. Et Fillon, c'était une primaire ouverte. Donc, c'est fondamental. Ils sont 20 fois moins nombreux à voter cette fois-ci qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans. Je pense à Éric Ciotti, moi, pour une raison assez simple, c'est qu'il a fait beaucoup de cartes. Ça, on le sait que dans le sud de la France, il en a fait beaucoup. Valérie Pécresse on a fait aussi beaucoup. Donc, à mon avis, ça va s'équilibrer. Et après, il va y avoir un combat un peu d'idées. On est sur des logiques de parti avec des référents départementaux. Quelle est la différence pour vous, entre imaginons que vous soyez obligé de choisir entre les deux. Quelle serait pour vous la différence entre un Éric Ciotti et une Valérie Pécresse, politiquement parlant? Je pense qu'ils sont complètement différents pour le coup. Ils représentent chacun. C'est pourquoi je vous demande de répondre. Valérie Pécresse a toujours rêvé d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Éric Ciotti a toujours rêvé de revenir à une droite ou d'être celui d'Éric Zemmour, souverainiste. Non, je sais pas s'il veut être celui d'Éric Zemmour, mais peut-être qu'Éric Zemmour aimerait être celui d'Éric Ciotti. Ce n'est pas impossible. En tout cas, Éric Ciotti est beaucoup plus proche d'un Éric Zemmour, quand Valérie Pécresse est beaucoup plus proche d'un Emmanuel Macron. Ça, c'est assez clair. Oui, non, mais pour le coup, on retrouve vraiment la ligne UDF RPR dans cette campagne, et c'est plutôt bon. Michel Barnier aussi est sur cette ligne beaucoup plus gaulliste. Il a des députés derrière lui, Arnaud Danjean et d'autres, qui sont vraiment des gens d'une vraie compétence. Mais le problème, c'est qu'il a vraiment cette image à la Joe Biden française, où il imprime pas. C'est malheureux parce que Joe Biden, il a été élu, Maxime. Oui, mais Joe Biden a été élu parce qu'il avait une charisme. C'était comment j'ai un trou de mémoire sur mon Madame Valérie Pécresse sera peut-être la charisme. C'est pas grave, de Monsieur Barnier. On verra bien si Nicolas Corato vote plus tard à la primaire de la droite ou si Maxime Thiébaut est désigné, pourquoi pas par une primaire un jour ou l'autre. On verra, j'ai autre chose à faire. Merci à tous les deux d'être intervenus dans les voies de la politique, chers amis. Nicolas Corato, je le rappelle, fondateur du comité de réflexion politique Place de la République. Maxime Thiébaut, avocat, docteur en droit et essayiste, lui aussi. La suite de votre soirée à l'écoute de Sud Radio. Yvan Cujouz pour le Love Music Sud Radio qui reçoit ce soir Michel Jonas, l'invité d'Yvan Cujouz de 20h à 21h sur Sud Radio. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Vous retrouverez les vraies voix Sud Radio demain à 17h avec Philippe David.